L'histoire commence avec Nick, membre d'un grand groupe d'aventuriers et en couple avec une magnifique jeune femme. Mais soudain, il est exclu de son groupe et sa petite amie rompt avec lui. Lorsqu'il est mis à la porte, Nick ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'une idole, voyant Nick triste, lui offre une place pour son concert. Nick devient immédiatement l'un de ses fans et dépense tout son argent dans ses produits dérivés. Par la suite, Nick a de nouveau besoin d'argent pour subvenir à ses besoins. Cependant, après son éviction, il ne fait plus confiance à personne et souffre d'un traumatisme. En conséquence, il perd tout courage en tant qu'aventurier et tente d'oublier ses chagrins dans l'alcool. Il se rend donc dans un bar où 3 autres personnes sont assises à sa table, où toutes partagent le même destin. Elles ont été trompées et trahies par quelqu'un. La magicienne Tiana commence alors à raconter son histoire. Elle était la meilleure de sa promotion dans une académie de magie et s'efforçait d'exceller pour rendre son fiancé heureux. Cependant, ce dernier l'a trompée avec une autre femme, qui a accusé Tiana de harcèlement au sein de l'académie. En conséquence, son fiancé a rompu leurs fiançailles. Il l'a ensuite accusé d'être la raison pour laquelle les professeurs le traitaient mal, étant donné que Tiana était la meilleure élève de l'académie. Tiana a donc été renvoyée de l'académie de magie et a déménagé dans une autre ville. À son arrivée, elle a cherché du travail, mais a essuyé des refus partout. Puis un jour, elle a découvert les paris sportifs et a gagné son premier pari. En gagnant, elle est devenue accro aux paris et a perdu tout son argent. N'ayant plus rien, elle a tenté de rejoindre un groupe d'aventuriers, mais la plupart des gens la trouvaient arrogante et l'évitaient. Elle a donc fini par se réfugier dans un bar, essayant de noyer sa méfiance envers les autres dans l'alcool. C'est alors que le prêtre Zem a raconté son histoire. Il vivait dans un village célèbre pour ses herbes médicinales. Il y coulait des jours paisibles, récoltant des plantes et soignant les villageois malades grâce à sa magie curative. Malheureusement, une jeune fille nommée Meryl, encore mineure, est tombée amoureuse du prêtre. Zem a rejeté ses sentiments, ce qui a rendu Meryl furieuse. Le lendemain, le prêtre Zem a été arrêté par les gardes à sa clinique. Accusé d'avoir abusé de Meryl, l'innocent prêtre a été jeté en prison. Après avoir purgé sa peine, Zem a été méprisé par tous et traité comme un moins que rien. Il a donc quitté la ville et a fini par rencontrer une femme bienveillante. L'aubergiste souffrait de problèmes de dos et Zem a proposé de soigner son dos avec de la magie curative. La femme a immédiatement compris que Zem était un homme bienveillant et lui a conseillé de se rendre dans la cité du labyrinthe pour devenir aventurier. C'est ainsi que le prêtre Zem a fini par boire de l'alcool au bar avec eux. Après cela, Nick a voulu que la guerrière dragon Corinne raconte son histoire, mais elle était déjà tellement ivre qu'elle a failli déclencher une bagarre. Ils ont donc bu jusqu'au lendemain matin et se sont soudainement réveillés avec un trou de mémoire dans l'appartement de Tiana. Une fois tous réveillés, ils ont voulu quitter l'appartement, mais Nick a eu l'idée de former un nouveau groupe avec eux trois. Comme ils partageaient tous le même destin, chacun a trouvé l'idée de Nick excellente. Et ils ont donc formé leur équipe, baptisée les Survivants, à la réception de la guilde. Une fois le groupe formé, ils ont établi des règles à ne pas enfreindre, car ils avaient tous été trahis par de nombreuses personnes dans leurs vies antérieures, au point de ne plus faire confiance à personne. Une fois les règles fixées, ils ont mis au point un système pour que personne ne puisse voler d'argent, à l'insu d'un autre membre. Ensuite, ils sont allés ensemble dans leur premier donjon, très adapté aux débutants, puisqu'il n'y avait que des slimes. Les survivants s'en sont bien sortis dans le donjon, car Nick avait survécu et exploré de nombreux donjons auparavant. Cependant, un slime a soudainement attaqué Tiana, et celle-ci, en colère, a utilisé une attaque de glace. Elle a accidentellement visé Corinne. Corinne a réussi à parer son attaque au tout dernier moment, et comme ils avaient tous des problèmes de confiance envers autrui, une dispute a éclaté entre les deux femmes. Par conséquent, les deux femmes ne firent pas équipe. Lorsqu'elles atteignirent un slime géant, boss final du donjon, Tiana se précipita soudainement seule pour prouver qu'elle pouvait très bien se débrouiller sans aide. L'attaque de Tiana fit exploser le slime, et ils se retrouvèrent tous couverts de glaire. Nick expliqua alors que ce slime géant avait été pulvérisé par une magie puissante. La tension dans le donjon ne fit qu'aggraver leur manque de confiance mutuelle. Nick décida donc de remédier à la situation. Il révéla au groupe toutes ses forces et ses faiblesses, ce qui permit d'instaurer une plus grande confiance. Après cela, le prêtre Zem parla également de ses capacités et de ses points faibles. Nick et Zem se confièrent alors aux deux femmes, ce qui poussa Tiana à présenter ses excuses à Karine. Les deux femmes se réconcilièrent, et les survivants continuèrent à essayer de surmonter leurs problèmes de confiance. Une fois redevenus une véritable équipe, ils chassèrent des gobelins et apprirent à mieux connaître les compétences de chacun. Après avoir éliminé tous les petits gobelins, Tiana utilisa l'une de ses capacités et détecta une magie puissante émanant d'un groupe de gobelins dans la forêt. En apprenant cela, Nick supposa que cette magie provenait d'un ogre. Il n'était pas certain qu'il puisse le vaincre, car leur groupe était nouvellement formé et la moindre erreur leur serait fatale. De plus, si l'ogre et les gobelins n'étaient pas tués immédiatement, cela causerait des problèmes à la ville par la suite. Mais le groupe de survivants a voulu se faire confiance et est parti au combat contre l'ogre. Ainsi, le prêtre Zem et la magicienne Tiana se sont chargés du soutien à l'arrière, tandis que Corinne attaquait l'ogre de front avec Nick. Puis, grâce à une coordination parfaite, Corinne a attaqué l'ogre de toutes ses forces et les survivants ont vaincu un ennemi puissant ensemble pour la première fois.
Ils ont ensuite récupéré les cornes du gobelin comme preuve pour la guilde. Et Nick n'avait pas cassé intentionnellement le pendentif de Corinne. On découvre alors la raison pour laquelle ce pendentif est si important pour elle. Corinne regardait des bijoux et voulait acheter un pendentif. Malheureusement, il était trop cher pour elle et elle l'a rendu au marchand. Ce dernier a alors tenté de l'arnaquer et l'a rayé lui-même pour la forcer à l'acheter. Cependant, un membre de son ancien groupe d'aventuriers, Kaléos, est venu à son aide. Il a prouvé l'innocence de Corinne et a montré que le bijoutier était un escroc qui avait échangé le vrai pendentif contre un exemplaire cassé. Kaléos a donc obtenu le bijou gratuitement et l'a offert à Corinne, ce qui l'a rendue très heureuse. Plus tard, Corinne est entrée dans un donjon avec son groupe d'aventuriers. Ils ont combattu d'innombrables monstres jusqu'à atteindre la salle du boss. Le boss du donjon se cachait dans une jarre et Kaléos a ordonné à Corinne de l'attirer hors de sa cachette tout en lui promettant de la soutenir depuis l'arrière. Mais sa gentillesse n'était qu'un mensonge, car Kaléos attendait que le serpent libère son venin mortel, sachant qu'il est à son point le plus faible à ce moment-là. Kuran fut donc mortellement empoisonné et Kaléos tua le serpent, le boss du donjon. Ensuite, Kaléos et son groupe abandonnèrent Corin, qui perdit connaissance un instant plus tard. Mais Corin parvint à se relever malgré le poison mortel, car en quittant son village, Karina, elle avait reçu un joyau de dragon, son trésor le plus précieux. Kuran retourna donc à leur auberge avec ses dernières forces. À son arrivée, les autres aventuriers lui dirent c'est que Kaléos l'avait déclarée morte, et était parti avec toutes ses affaires. Kuran ne pouvait croire à la trahison de Kaléos, et après s'être rétablie, elle le chercha partout. Malheureusement, aucune trace de Kaléos. Oh, et Kuran commença à avoir faim. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait manger, elle rencontra un homme. Il était connu sous le nom de Fifs, le mangeur solitaire. Kuran le suivit par admiration et commanda le même plat que lui. Comme Fifs était un aventurier très puissant, Kuran l'admirait et elle se mit à le suivre chaque jour. Mais Fifs remarqua qu'elle le suivait et lui donnait toujours discrètement un conseil sur le plat à choisir. Grâce à Fifs, Kuran découvrit son amour pour la bonne cuisine et combla depuis lors le vide dans son cœur avec de savoureux repas. Elle passa donc ses journées à manger jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'argent et finisse dans le bar où elle rencontra Nick et les deux autres. De retour dans le présent, Nick cherchait un pendentif qui lui ressemblait. Il se sent toujours coupable d'avoir cassé son pendentif. Malheureusement, il n'a pas réussi à en trouver un autre et, par hasard, il a croisé son idole préférée au parc. Elle a conseillé à Nick de simplement parler à Corinne du pendentif brisé. Nick est donc allé voir Kuran. Elle lui a offert des takoyakis qui étaient beaucoup trop épicés pour lui. Kuran en a ri et lorsque Nick l'a interrogé au sujet du pendentif sur un pont, elle lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de se sentir coupable, car elle était plutôt heureuse que son pendentif ait été cassé. Après cela, Nick et les autres ont eu, par pur hasard, la même idée d'aller boire un verre dans le même bar. Alors que de nombreuses personnes les reconnaissaient ou leur déclaraient leur flamme à leur table, les survivants riaient ensemble. Et Corin n'aurait jamais imaginé rencontrer de nouvelles personnes capables de combler le vide dans son cœur. Mais soudain, une réceptionniste de la guilde est arrivée au bar et les survivants ont été convoqués à la guilde. On leur a proposé une mission consistant à récupérer une épée sacrée dans un donjon. Le maître de guilde a promis de racheter l'épée sacrée pour une grosse somme d'argent. De plus, même s'ils ne la trouvaient pas, les survivants seraient tout de même payés pour l'expédition. Ils sont alors entrés dans le donjon à la recherche d'une épée légendaire qui renforce un groupe en fonction de leurs liens. Alors que tout le monde était motivé et qu'ils commençaient à se faire davantage confiance, Nick pensait toujours au pendentif brisé de Kuran. Lors de leur recherche, les survivants se sont retrouvés dans une impasse et Nick a remarqué une lampe à la lueur verte. Observée en secret par une caméra de surveillance, une entrée vers une pièce sombre s'est soudainement ouverte. Les survivants sont entrés dans la pièce et l'entrée s'est verrouillée derrière eux. Alors qu'ils avançaient, les lumières se sont allumées et la légendaire épée de Bons leur a parlé. Bien que les survivants aient cru qu'elle était brisée car l'épée n'avait pas de lame, celle-ci lui a dit qu'elle attendait un propriétaire depuis plus de 100 ans. Mais les survivants avaient l'intention de la vendre à la guilde. Nick a donc ramassé l'épée, activant soudainement son système de défense. C'est ainsi qu'un golem amalgame est apparu. Le golem a immédiatement attaqué les survivants et Tiana a riposté avec un puissant sort de glace. Corinne a ensuite tenté d'attaquer le golem avec son épée, mais celui-ci a renvoyé la magie de Tiana et a blessé Corinne. Nick, conscient du danger que représentait le golem, a tenté de le stopper pour permettre aux autres de s'échapper. Le golem ne subissait aucun dégât car il était composé de nanotechnologie. Nick a donc activé l'épée légendaire pendant que les autres survivants tentèrent d'ouvrir l'entrée. L'épée légendaire a ordonné à Nick de prononcer « Union » pour activer sa capacité. Malheureusement, rien ne s'est passé et Nick a été attaqué par le golem. Il est ensuite tombé dans un trou et s'est retrouvé piégé. Tiana a alors tenté d'arrêter le golem, tandis que Kuran rejoignait Nick. Une fois auprès de lui, Nick, blessé, leur a ordonné de fuir sans lui, car sinon tout le monde mourrait dans le donjon. Mais Kuran ne voulait pas le laisser mourir. Nick s'est soudainement excusé pour le pendentif brisé, et Kuran a avoué qu'elle voulait de toute façon s'en débarrasser, mais qu'elle n'y arrivait pas, car elle ne voulait pas admettre que Kaléos l'avait trahie et laissée pour morte. Elle était donc heureuse que le pendentif soit cassé, car elle pouvait enfin prendre un nouveau départ avec des compagnons sur qui elle pouvait compter. Soudain,
L'épée de liaison légendaire s'est illuminée et Nick a retenté la capacité d'union. Pendant ce temps, Tiana et Zem étaient piégés et n'avaient plus d'énergie. C'est alors que Nick et Curran ont surgi, fusionné et ont pulvérisé le golem. Lorsque le monstre a été réduit en petits morceaux, il s'est régénéré. Nick, toujours fusionné avec Curran, a alors utilisé une attaque spéciale et a brûlé le golem jusqu'à ce qu'il périsse. Le monstre a ainsi été vaincu et les deux survivants épuisés ont retrouvé leurs corps respectifs. Ils sont ensuite retournés à la guilde, où les survivants ont vendu la réplique de l'épée légendaire, trouvée dans le donjon. Car la véritable épée s'était secrètement transformée en un garçon qui se faisait appeler Kizuna. De cette façon, les survivants ont obtenu leur récompense, et l'épée des liens n'a pas eu à moisir dans le dépôt de la guilde. Ils ont ensuite distribué la récompense à tous les membres des survivants, y compris Kizuna, et se sont adonnés à leur passe-temps. Au même moment, Tiana a invité Kizuna, qui découvrait le monde pour la première fois, à se joindre à elle pour son hobby, les paris sportifs. Tiana est donc partie avec Kizuna pour profiter des jeux d'argent. Le lendemain, Kizuna profite de la vie, puis le briquet de Tiana a éveillé sa curiosité. Après cela, les survivants ont fait le compte de leur fortune et ont réalisé qu'il manquait d'argent. Ils ont donc décidé d'aller en gagner. Le lendemain matin, la journée a commencé et Tiana s'est préparée. Nous avons ensuite vu les autres survivants qui étaient encore en train de se réveiller et leur chef, Nick, dormait toujours. Il faisait un rêve à propos de son ex-petite amie, Claudine. Ils étaient dans un café et il lui offrait des bijoux, mais cela ne lui suffisait pas et elle a soudainement perdu la raison. C'est ainsi que Nick s'est réveillé de son cauchemar et a réalisé que celui-ci avait été provoqué par Kizuna, qui utilisait la télépathie pour envoyer ses pensées à Nick pendant son sommeil. Une fois tout le monde réveillé, ils sont allés ensemble dans un donjon pour gagner de l'argent. Ils ont traqué un ogre puissant et ont utilisé les capacités télépathiques de Kizuna pour l'approcher en toute discrétion. Kizuna s'est alors jeté sur l'ogre en poussant des cris stridents, faisant échouer le plan qui consistait à l'attaquer par surprise. C'est ainsi que Kizuna a combattu le puissant ogre, parant toutes ses attaques dévastatrices. Les autres survivants étaient stupéfaits par Kizuna, car il possédait tant de capacités surpuissantes pour dominer la bête. Kizuna a donc vaincu le monstre en solitaire et s'est vanté de ses prouesses. Puis, Kurin ayant eu faim, ils ont décidé de retourner en ville pour déjeuner. Alors que Nick mangeait avec Curran et Kizuna, il a entendu la voix de son ex-petite amie, Claudine, accompagnée d'un autre homme. Un garçon très naïf offrait un cadeau à Claudine, qui cherchait à l'escroquer pour lui soutirer encore plus d'argent. Pris de pitié pour le garçon, Nick est intervenu, a fait échouer l'arnaque et a exposé ses mensonges. Claudine a quitté le restaurant, furieuse, et Nick a évité au jeune homme de se faire escroquer. Plus tard, alors que les survivants étaient réunis pour planifier leur prochaine exploration de donjon, Claudine a fait irruption avec Léon et a renversé sa boisson sur Nick pour se venger. Nick ne s'est pas vraiment soucié du geste, mais Léon l'a provoqué, voulant l'affronter pour avoir causé du tort à Claudine. Il a alors demandé à Nick de le suivre à l'extérieur. Une fois dans une ruelle, Léon s'est soudainement excusé, ce qui a beaucoup déconcerté Nick. Léon a admis savoir que Claudine était une arnaqueuse et a ajouté que Nick pouvait faire ce qu'il voulait d'elle, car cela lui importait peu. Léon a ensuite traité Nick d'escroc qui ne fait que profiter de ses amis. Nick s'est mis en colère et s'en est pris à lui. Nick détestait les escrocs et a clairement fait comprendre à Léon qu'il n'arnaquerait jamais ses amis, car l'amitié était pour lui plus importante que tout. Alors que Nick prenait le dessus, un complice de Léon est soudainement apparu et a attaqué Nick par derrière. Mais Curran ne l'a pas laissé faire et est venu à son aide. Puis les autres sont arrivés à leur tour, et Léon a suggéré de régler leur conflit par un combat à main nue, mathématique. Les règles de ce combat ont été expliquées aux survivants. Une personne du groupe est choisie au hasard pour résoudre des problèmes de mathématiques, tandis qu'une autre doit se battre. Lorsque Corinne a été désignée pour les calculs, elle a paniqué, d'autant que son adversaire était Claudine. Corinne s'est alors entraîné sans relâche. Inquiète, car les mathématiques n'étaient pas son fort, mais ses amis l'ont encouragé. Pendant des semaines, les survivants se sont préparés pour aider Corinne à apprendre et à élaborer une stratégie contre le groupe de Léon. Ce faisant, Zem a appris auprès de nombreuses femmes que le groupe de Léon allait tricher. Grâce aux informations recueillies par Zem, Tiana a pu découvrir que le groupe adverse utilisait des pierres de l'esprit, leur permettant de recourir à la télépathie par la magie. Nous avons ensuite découvert le rêve de Claudine, qui était une enfant gentille et innocente jusqu'à ce que ses parents tentent de la vendre pour de l'argent. Elle s'est donc enfuie et a commencé à escroquer les gens pour survivre. Après le réveil de Claudine, le combat de mathématiques Bare Knuckle a commencé. Nick s'est battu contre Léon pendant que Corinne résolvait les problèmes mathématiques. Au premier tour, Claudine a gagné et Nick a donc reçu une pénalité. Il devait encaisser un coup sans pouvoir se défendre. Après le premier but de Léon, le deuxième tour a commencé et Corinne a perdu à nouveau. Léon l'a alors frappé si fort que Nick a été blessé. Corinne s'est inquiété pour lui, ne supportant pas de voir Nick souffrir à cause de son incompétence. Nick l'a alors motivé en lui disant qu'il avait un plan et qu'elle devait simplement continuer. Pendant ce temps, les autres membres des Survivors ont essayé de découvrir la triche liée à la pierre de l'esprit. Mais ils n'ont trouvé aucune trace, car Claudine n'avait pas encore commencé à tricher pour permettre aux Survivors de gagner. Finalement, Tiana a tenté de forcer Claude à tricher.
Toutes les tâches des 7 rounds restants ont alors été combinées en une seule. En cas de défaite, Nick devrait subir toutes les pénalités d'un seul coup. Grâce à ce plan, ils ont poussé Claudine à utiliser la télépathie avec la pierre de l'esprit, ce qui a permis à Tiana de localiser le complice. Léon a alors réalisé qu'ils étaient tombés dans le piège des Survivors. Malheureusement, il n'a pas pu prévenir Claudine que quelqu'un trichait. Claudine a donc désespérément essayé d'obtenir les solutions auprès de son complice. Mais les survivants ont empêché la tricherie et Nick a continué à se battre contre Léon. Claudine a alors désespéré de résoudre les problèmes de mathématiques. Et lorsque Tiana et Zem ont attrapé le complice de Claudine, ils l'ont ligoté et ont révélé leur supercherie. Tout le monde a été choqué par l'escroquerie et le groupe de Léon a été arrêté par les gardes du corps en conséquence. Claudine ne voulait pas l'accepter et a dit à tout le monde qu'elle n'avait pas toujours été une mauvaise personne. Ensuite, les survivants ont célébré leur victoire et ils étaient tous très heureux d'avoir gagné ensemble. Léon était en prison et se souvenait de son ancien groupe d'aventuriers dirigé par son grand frère, Bichotte. Bichotte était un homme tigre très intelligent et grâce à lui, ils avaient conquis un donjon très dangereux. Ils avaient également réussi à piller de nombreux trésors précieux grâce à lui. Mais une nuit, son frère a été assassiné. Il est mort d'une mort absurde car il avait été trahi par un coéquipier. Depuis, Léon ne faisait confiance à personne et a commencé à détester tous les humains. Puis un gardien de prison est arrivé. Il a torturé Léon pour obtenir les rares trésors qu'il possédait. Léon a refusé et a invoqué la légendaire épée de la destruction. Ensuite, nous retrouvons les membres survivants. Et Tiana est au casino, en train de jouer au poker. Nick l'accompagnait car il gardait Kizuna. Kizuna voulait aller au casino car il souhaitait acheter la délicieuse glace qu'ils y vendent. Alors que Kizuna faisait la queue pour sa glace, un employé est apparu et lui a annoncé qu'il n'y en avait plus. Après cela, Nick et Kizuna sont allés voir leur amie Tiana, qui était à la table de poker. Tiana était une pro du jeu et elle a battu le petit ami d'Agathe au poker. Elle a gagné tout l'argent du petit ami d'Agathe, affirmant qu'il n'avait aucun talent pour le jeu. Agathe a immédiatement compris que Tiana était méchante avec lui parce qu'elle voulait l'aider à surmonter son addiction au jeu. C'est ainsi qu'Agathe a remercié Tiana pour sa bonne intention de l'aider. Tiana a remarqué qu'il avait joué en utilisant tout l'argent d'Agathe. Puis Léon est apparu et s'est transformé en un monstre dangereux. Il cherchait à se venger de l'aventurier Nick, et nous voyons ce qui se passait. Peu de temps auparavant, alors qu'il était en prison, il avait invoqué son épée intelligente légendaire. L'épée de la destruction intelligente l'a libéré de ses liens et a proposé d'aider Léon dans sa quête de vengeance. Puis Léon utilisa le pouvoir et l'épée lui conféra une puissance dangereuse qui le transforma en monstre et accrut sa haine envers Nick. Il s'évada de prison et partit à la recherche de Nick grâce à son odorat développé. Léon entra dans le casino. Il y rencontra Tiana et remarqua l'odeur de Nick sur elle. Léon menaça Tiana de lui dire où se trouvait Nick, sous peine de la tuer. Tiana hésita à répondre car elle n'avait aucune intention de trahir Nick. Pendant ce temps, Nick et Kizuna remarquèrent que tout le monde dans le casino paniquait et fuyait quelque chose. Tiana essaya alors de trouver une issue, alluma une pipe et commença à fumer. À cet instant, Léon fut distrait et elle l'attaqua avec un sort. Tiana s'enfuit immédiatement avec Agathe, mais Léon ne se soucia pas de l'attaque et leur lança une table dessus. Agathe fut alors blessée. Tiana tenta ensuite de gagner du temps. Elle voulait se sacrifier pour que Léon ne puisse pas trouver Nick. Au moment où Léon s'apprêtait à l'éliminer, Nick apparut. Il a protégé Tiana et a combattu Léon avec sa propre épée intelligente. Lorsque Léon a affronté Nick, son épée a remarqué que Nick possédait également une épée intelligente et les deux lames ont commencé à discuter. Les deux épées se connaissaient par le passé et voulaient s'anéantir mutuellement. L'épée de Léon l'a alors poussé à bout, exacerbant sa haine envers Nick. La suite ne s'est pas fait attendre. Tiana a demandé à Kizuna d'activer également sa compétence spéciale, l'union. Par la suite, Nick et Tiana ont fusionné pour devenir un puissant guerrier. Ensemble, ils ont utilisé de puissants sorts de glace. Ils ont alors attaqué Léon et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que l'épée le manipulait mentalement. L'épée accroît la soif de vengeance chez une personne et Léon voulait arrêter. Mais l'épée l'a poussé à blesser de nombreuses personnes, intensifiant encore davantage sa haine. Léon a perdu le contrôle de son corps et le guerrier fusionné l'a enfermé dans une cage de glace. Ils ont alors tenté de l'arrêter, mais l'épée a fait perdre la raison à Léon, l'empêchant de penser clairement. Incapable de se maîtriser, Léon a brisé la cage de glace. Il voulait que quelqu'un l'arrête. Puis Nick et Tiana l'ont attaqué, les deux ont réussi à sauver Léon et à sceller l'épée maléfique avec un sort de glace. Après cela, Léon a été renvoyé en prison. Soudain, Nick est apparu pour lui rendre visite et lui a donné des conseils sur la confiance envers les humains. Le lendemain, Nick s'entraînait lorsqu'il a soudainement entendu la voix d'Agathe. Agathe était secrètement derrière Nick et l'a taquiné un peu. Ensuite, ils ont discuté, car Agathe avait pris sa retraite en tant qu'idole. Nick lui a dit qu'il était son fan fidèle et qu'il était heureux qu'Agathe lui ait fait découvrir le monde des idoles. Puis, on a vu Agathe au club de son petit ami,
où elle travaillait comme chanteuse, mais le club était vide. Soudain, un homme est apparu et a découvert Agathe. C'était un producteur qui appréciait beaucoup son chant. Il s'appelait Joseph Coleman et il voulait faire d'Agathe une idole. Ensuite, mais son ami Donnie, qui est également le propriétaire du club, est arrivé. Il voulait renvoyer Joseph Coleman. Joseph Coleman lui a donc dit qu'il pouvait faire d'Agathe une star et qu'elle pourrait gagner beaucoup d'argent grâce à cela. L'homme a ensuite remis à Agathe une invitation pour un concert. Agathe a été invitée au concert avec 2 autres femmes. Lorsque le concert a commencé, tout le monde a été émerveillé par les idoles. Agathe est alors devenue une idole et a retrouvé les 2 autres femmes. Elles sont devenues amies et elle a passé de bons moments avec elles en tant qu'idole. Peu de temps après, la relation entre Agathe et son petit ami Donnie s'est dégradée car Donnie a commencé à lui emprunter de l'argent. Il lui mentait constamment et ne la voyait que comme une source de revenus pour financer ses jeux d'argent. Agathe était triste de cette relation, mais elle ne voulait pas rompre avec Donnie. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se trouvait dans un restaurant, elle a surpris Nick en train de se faire arnaquer et larguer par Claudine. Le regard triste de Nick lui a fait de la peine. C'est ainsi que Nick et Agathe se sont rencontrés pour la première fois. Agathe était également en couple et se trouvait dans une situation similaire à celle de Nick, Donnie ne l'utilisant que comme une source d'argent. Plus tard, ils se sont retrouvés au casino où elle a rencontré une déesse. Avec les événements de la journée, Agathe a trouvé le courage de rompre avec son petit ami Donnie. Le lendemain, le producteur Coleman l'a aidé en réglant toutes les dettes de Donnie. En échange, Donnie a dû signer un contrat stipulant qu'il devait disparaître de la vie d'Agathe. Agathe a alors mis fin à sa relation avec Donnie, qui n'arrivait d'abord pas à croire qu'elle l'avait quitté. Agathe lui a donc tout expliqué et lui a fait part des raisons pour lesquelles elle souhaitait rompre. Soudain, Donnie a ri et Agathe lui a souhaité bonne chance pour la suite. Elle a également exprimé l'espoir qu'il parvienne à arrêter de jouer. Donnie a quitté la pièce et Agathe a remercié son producteur pour toute l'aide qu'il lui avait apportée. Donnie a tenu sa promesse envers le producteur Coleman et n'a plus jamais approché Agathe. Quelques jours plus tard, Agathe est réapparue en tant qu'idole et ses fans ont célébré son retour. Elle a chanté une chanson dédiée à la déesse qu'elle avait rencontrée au casino. Pendant ce temps, Nick était de retour à ses concerts en tant que fan, très heureux de cette chanson. Quelques jours plus tard, Nick a croisé Agathe à nouveau. Elle se cachait et voulait encore piéger Nick comme la dernière fois. Après cela, elle l'a remercié et lui a dit qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré sous la pluie. Dans les jours qui suivirent, Kizuna lut un magazine au sujet d'un fantôme appelé le Stepping Man. L'article racontait que le Stepping Man enlevait des enfants la nuit et qu'il était capable de bondir dans les airs. Nick dit à Kizuna qu'il ne devrait pas croire tout ce qu'il lisait dans les magazines. Soudain, une femme nommée Olivia, l'auteur de l'article sur le Stepping Man, apparut. Kizuna était son plus grand fan et elle se sentit honorée qu'il apprécie ses écrits. Elle se présenta alors comme une aventurière et une journaliste pleine d'énergie. À la tombée de la nuit, alors que Zem rentrait chez lui ivre, il fut témoin d'un enlèvement. Pendant ce temps, Nick accompagnait Kizuna à un concert d'Agathe Idol qu'il apprécia beaucoup. Soudain, Kizuna sentit que Zem était en danger. Ils coururent immédiatement vers lui, et Nick n'en crut pas ses yeux. Son ami était attaqué par le Stepping Man, qui était invisible. Nick se retrouva impuissant face à la capacité d'invisibilité de son adversaire. Cependant, Kizuna parvint facilement à le localiser et tenta de l'attaquer. Le Stepping Man riposta et contre-attaqua Kizuna, réussissant ainsi à s'échapper. Après cela, Zem parvint à secourir la jeune fille enlevée et l'emmena dans un endroit sûr aussi vite que possible. Il l'a emmenée dans son bar préféré. Plus tard, Nick a appris que la mère de Reina avait tenté d'attraper l'homme qui marche et qu'elle avait été blessée en se battant contre lui. Elle était à l'hôpital et personne ne la croyait quand elle disait que cet homme existait. Si Reina était dehors, c'est parce qu'elle essayait d'attraper l'homme qui marche pour prouver la crédibilité de sa mère. Zem a alors encouragé la jeune fille en lui confirmant l'existence de cet homme, car lui et ses amis l'avaient vu de leurs propres yeux. Reina a ensuite demandé si elle pouvait devenir son élève, et Zem a répondu que dans 15 ans, elle pourrait faire son apprentissage auprès de lui. Pendant ce temps, Nick et une femme ont essayé d'empêcher Reina de trop se rapprocher de Zem, car ils connaissaient son passé tragique. Le lendemain, les survivants ont fait des recherches sur l'homme qui marche. Cependant, ils sont devenus chasseurs de primes pour obtenir davantage d'informations à son sujet. Alors qu'ils choisissaient leur première mission, un chasseur de primes a surpris leur conversation et les a pris de haut. L'autre chasseur de primes a voulu parier sur l'échec des survivants et Tiana est immédiatement intervenue avec une grosse somme d'argent. Elle a parié que les survivants réussiraient pas leur mission et captureraient le bandit nommé Hale. Après cela, ils se sont rendus dans les bidonvilles, car ils avaient des informations confirmant que Hale s'y trouvait. Ils ont fini par trouver Hale dans une maison abandonnée, et il a immédiatement tenté de s'échapper, mais Kizuna l'en a empêché. Lorsque Hale a été arrêté, le docteur Nalgava est apparu. C'était un prêtre qui soignait la maladie de Hale, car il souffrait de la maladie du démon jaune. Mick a appris qu'il existe une loi dans les bidonvilles selon laquelle les chambres sont une zone de sécurité. Mick a ensuite expliqué que la tête de Hale était mise à prix et que le prêtre Nalgava coopérait avec les survivants. Il a laissé Nick, le criminel, et soudain, Kizuna a demandé si le docteur Nalgava
avait des informations sur l'homme qui marche. Hale a alors ri, car il a dit aux survivants que la disparition d'enfants dans les bidonvilles était monnaie courante. Hale a également raconté qu'il avait récemment vu un journaliste suspect approcher des enfants et leur donner des bonbons. Suite à cela, les survivants ont terminé leur première mission de chasseur de primes et Tiana a gagné son pari. Elle a utilisé son argent pour offrir à boire à tout le monde au pub. Le lendemain, grâce à leur quête accomplie, ils ont obtenu plus d'informations sur l'homme qui marche. Nick a alors remarqué que la journaliste Olivia donnait des bonbons à Reina. Nick a commencé à douter de son intuition, car il soupçonnait Olivia d'être leur cible. Par la suite, Olivia a été interrogée par Nick, et elle s'est comportée de manière suspecte. Lorsque Nick lui a demandé qui elle était vraiment, elle a utilisé ses capacités et s'est échappée en détruisant le plafond du pub. C'est ainsi que les survivants ont découvert que la journaliste Olivia était le Stepping Man. Kizuna était furieux, car il n'arrivait pas à croire qu'elle écrivait des articles sur elle-même depuis tout ce temps. Ensuite, la mère de Reina a rendu visite aux survivants. Nick connaissait Eda, car c'était une aventurière célèbre. Par la suite, Reina a annoncé à sa mère qu'elle souhaitait devenir l'apprentie de Zem. Ce dernier lui a expliqué qu'il ne s'entendait pas avec les mineurs, car elle l'effrayait toujours. Elle a alors appris son passé. Il avait été emprisonné à cause d'une fille qui avait menti et l'avait trahi. Après cela, Eita a conseillé aux survivants d'abandonner la traque du Stepping Man, le jugeant extrêmement dangereux. Malheureusement, Nick ne pouvait ignorer le fait que le Stepping Man continuait de kidnapper des enfants. Par conséquent, Nick a demandé à Eita de les aider à le capturer. Eita a alors partagé ses informations avec eux et leur a indiqué ce dont ils avaient besoin pour vaincre le Stepping Man. Elle a montré aux survivants un briquet magique, souhaitant découvrir lequel d'entre eux était le plus doué. Aita a alors réalisé que Nick avait un grand potentiel pour apprendre de nouvelles compétences magiques et a voulu l'entraîner pour vaincre le Stepping Man. Le lendemain, Nick a commencé son entraînement afin de pouvoir affronter le Stepping Man. À la tombée de la nuit, le Stepping Man a tenté d'enlever une autre fille, mais les survivants sont arrivés à temps. Ils ont sauvé la petite fille et ont essayé d'attraper le Stepping Man. Cependant, celui-ci possédait un artefact qui dissimulait sa véritable identité. Il a donc disparu, laissant Nick dans le doute quant à savoir si le Stepping Man était Olivia. Nick a ensuite rendu visite à Léon en prison pour lui demander s'il avait des informations sur des artefacts magiques capables de cacher la véritable identité et d'accroître la force. Léon lui a parlé d'un artefact qui correspondait aux capacités du Stepping Man. Il a également appris que les pouvoirs de l'objet ne fonctionnent pas si l'autre personne connaît la véritable identité de son porteur. Le lendemain matin, Nick s'est entraîné à nouveau et s'est remémoré son enfance lorsqu'il apprenait les arts martiaux. Il avait eu des difficultés avec ses professeurs, mais avait réussi à gagner en ne baissant jamais les bras. De retour dans le présent, Nick a maîtrisé avec succès l'entraînement de l'aventureuse Ada. Nick avait acquis de nouvelles compétences pour combattre le Stepping Man et ses amis ont découvert un indice. Ils ont recherché un homme qui détenait des informations sur le Stepping Man. Ils ont fini par localiser l'endroit où Nick a été attaqué par Olivia. À cause du brouillard, ils ne pouvaient pas se voir, et Olivia a pris Nick pour le Stepping Man. Et Nick a affirmé la même chose à propos d'Olivia, et ils se sont battus. Lorsque Nick a utilisé sa nouvelle technique, Olivia a été convaincue que Nick était le Stepping Man qui kidnappait des enfants. Nick a alors crié le nom d'Olivia, car cela désactivait les capacités des artefacts du Stepping Man. Olivia a alors réalisé qu'il s'agissait de Nick et le brouillard s'est dissipé. Olivia leur a expliqué le malentendu, précisant que plusieurs personnes sont désignées sous le nom de Stepping Man. Elle leur a également dit qu'elle n'était pas le Stepping Man qu'ils recherchaient. Soudain, elle a réparé les dégâts qu'elle avait causés, et Nick a fait remarquer que ses capacités étaient très suspectes. Elle a tenté de changer de sujet, mais Kizuna a découvert qu'Olivia était une ancienne sorcière. Olivia a alors suggéré qu'ils partent ensemble à la recherche du Stepping Man, ce qu'ils ont fait. Olivia et les survivants ont ensuite examiné le cadavre d'une jeune fille, mais son identité n'a pas pu être déterminée. Olivia a remarqué que quelque chose clochait avec le corps, et ils ont découvert un fragment de l'artefact Joyau du Roi de l'Illusion que le Stepping Man utilisait. Cela lui a permis de déterminer que le Stepping Man était responsable de la mort de la jeune fille. Elle est alors partie à la recherche d'autres indices, tandis que Zem émettait une hypothèse sur l'identité réelle du Stepping Man. Durant la nuit, Nick a traqué le Stepping Man et l'a affronté. Nick a révélé à l'homme qui marchait que ses documents universitaires dévoilaient sa véritable identité. Nick a donc saisi sa chance et a prononcé le nom de Nalgava. Nick a réussi à désactiver son pouvoir grâce à l'artefact nommé le Joyau du Roi de l'Illusion. Nick lui a ensuite dit que Zem avait découvert sa véritable identité ainsi que ses motivations pour utiliser les enfants des bidonvilles comme sujet d'expérience. Après cela, Nalgava a été attaqué par Nick, qui a détruit le toit au passage. Nalgava s'est retrouvé encerclé par les survivants. Il leur a alors expliqué la raison pour laquelle il enlevait des enfants la nuit pour servir de sujet d'étude. Sa petite fille était morte de la maladie du démon jaune. On apprend que cette maladie se transmet principalement par contact sexuel, où la fille de Nalgava avait été infectée par le sang d'une personne blessée qu'elle avait voulu aider, car son modèle était son père, prêtre. Lorsqu'elle a contracté la maladie, des rumeurs malveillantes ont circulé, prétendant qu'elle avait eu des relations avec de nombreux hommes. Ces fausses rumeurs ont mis Nalgava en colère, car elles ont persisté même après sa mort.
Nalgava s'est alors fixé pour objectif de trouver un remède à la maladie du démon jaune. Et c'est dans ce but qu'il a kidnappé de nombreux enfants des bidonvilles pour les utiliser comme cobayes. Zem avait entendu les rumeurs concernant la fille de Nalgava et éprouvait de la compassion pour le prêtre, ayant perdu sa propre enfant. Puis Nalgava déclara qu'il se moquait du nombre d'enfants qui mouraient lors de ces expériences. Soudain, Zem lui raconta qu'ils avaient récemment rendu aux parents une jeune fille décédée durant une expérience, et que ces derniers avaient ressenti la même tristesse que Nalgava. Zem lui exposa ses actes atroces. Ces paroles firent naître un sentiment de honte chez Nalgava face à ses méfaits. Il commençait à réaliser que les familles des victimes ressentaient une peine aussi profonde que celle qu'il avait éprouvée en perdant sa fille bien-aimée. Zem ajouta qu'en tant qu'ancien prêtre, il pouvait encore accomplir de bonnes actions, et que sa fille aurait voulu qu'il aide les malades. Car, malgré son triste destin, Nalgava tentait de soigner les gens dans les bidonvilles. Soudain, Kizuna ressentit une aura puissante, et un ennemi transperça Nalgava avec un rayon laser. L'ennemi apparut. C'était un artefact intelligent. Il voulait tuer Nalgava parce qu'il appartenait à un membre d'une organisation maléfique. Il souhaitait également tuer les survivants, sans aucune raison. Corinne et Tiana tentèrent alors d'attaquer l'armure noire, mais il les neutralisa instantanément, tous les deux. Zem a essayé de soigner Nalgava, et a été traité de naïf, car ses amis étaient également en danger. Nalgava lui a dit qu'il devait donner la priorité au sauvetage de ses amis, faute de quoi il mourrait. Nick voulait utiliser l'union, et tous ses amis faisaient confiance à Zem pour y parvenir. Pendant ce temps, Olivia a cherché à gagner du temps pour les survivants, permettant ainsi à Zem et Nick de fusionner. C'est ce qui s'est passé. Olivia a remarqué le danger que représentait l'armure, sachant qu'il s'agissait d'un artefact magique appelé le masque blanc. Elle a alors combattu le masque blanc en visant son masque. Consciente que le masque blanc était bien trop puissant, elle a tenté de gagner davantage de temps pour leur fusion. Nick et Zem ont ainsi réussi à fusionner pour devenir un puissant guerrier. L'adversaire d'Olivia a alors tenté de la tuer en l'enfermant dans un champ magique conçu pour l'éliminer grâce à une forte gravité. Zem et Nick ont voulu sauver Olivia, mais le masque blanc a tenté de les en empêcher. Cependant, le guerrier fusionné a cherché à vaincre l'ennemi grâce à sa vitesse. Soudain, Olivia a réussi à s'échapper du champ de gravité et l'ennemi a été submergé par la rapidité de leurs attaques. Olivia a distrait l'ennemi et le masque blanc est tombé dans le piège de Zem et Nick. Kizuna devait alors vaincre l'ennemi et il a presque réussi à détruire le masque blanc. Le masque blanc a fui le danger et a provoqué une énorme explosion. Les survivants étaient inconscients et un piège dangereux a été implanté dans le corps de Nalgava. Nalgava a dit de le laisser mourir car le bâtiment était sur le point de s'effondrer. Zem a alors utilisé la magie pour soulager sa douleur et Nalgava a fait ses adieux aux survivants. Lorsque Nalgava est mort, Zem était triste de ne pas avoir pu le sauver, malgré les nombreux crimes qu'il avait commis. Ses amis ont encouragé Zem en lui disant qu'il avait fait de son mieux. Ainsi, l'affaire de l'Ompa fut close. Soudain, Olivia a déclaré que le danger n'était pas encore écarté, et Nick a voulu connaître la véritable identité d'Olivia. Ensuite, Olivia s'est présentée comme étant elle aussi une épée intelligente, tout comme Kizuna. C'est ainsi que les survivants ont appris qu'Olivia était l'épée de guerre et qu'elle ferait désormais partie du groupe. Après avoir combattu l'Ompa, les survivants ont recommencé à douter de l'humanité. L'aventurier Nick s'est alors souvenu de l'accident survenu durant son enfance. Nous voyons ensuite Nick et ses parents dans une calèche. Ils visitaient la cité du labyrinthe. Soudain, la calèche s'est arrêtée et la mère de Nick l'a poussé dans une cachette secrète. Les parents de Nick ont été attaqués et tués par des bandits, alors il a tenté de s'échapper. Soudain, Agra, un ami de sa famille, est apparu devant lui. Il a tué les bandits et s'est excusé de ne pas avoir pu sauver ses parents. Il a ensuite élevé Nick et lui a fait découvrir la vie d'aventurier. Agra a tout enseigné à Nick et l'a accepté dans son groupe d'aventure nommé Master of War. Nick était heureux dans sa vie malgré son malheur. Il a décidé de devenir plus fort et a reçu une épée courte d'Agra en cadeau. Nick ne pouvait pas oublier son passé et voulait aller de l'avant, mais il n'arrivait toujours pas à surmonter totalement sa méfiance envers les humains. Soudain, Nick a entendu une voix familière devant son appartement et a réalisé qu'il s'agissait de l'idole Agathe. Elle se trouvait par hasard sous la pluie devant chez lui et il a voulu lui rendre le parapluie qu'il lui avait emprunté. Agathe a alors remonté le moral de Nick et ils ont discuté un moment sous la pluie. Ensuite, nous voyons le prêtre Zem qui s'est occupé du docteur. Les patients de Nalgava dans les bidonvilles. Lorsqu'un patient lui a demandé s'il avait tué Nalgava, Zem a répondu par l'affirmative. Bien qu'il ne soit pas responsable de la mort de Nalgava, Zem se sentait toujours coupable et continuait de soigner les patients de Nalgava dans les bidonvilles. Ensuite, nous voyons Tiana. Elle s'adonnait à son passe-temps favori, les jeux d'argent, mais elle était plongée dans ses pensées. Elle se sentait également peu sûre d'elle, car elle n'arrivait pas à surmonter totalement sa méfiance envers les humains, bien qu'elle sache qu'elle avait désormais des amis dignes de confiance. Dans l'après-midi, tous les membres de Survivor étaient à la maison de la guilde, et Corinne voulait s'assurer que tout allait bien après l'incident de l'homme qui marchait. Tout le monde a affirmé qu'il allait bien, et Kizuna a demandé à Zem s'il continuait de soigner médicalement les patients dans les bidonvilles. Zem a répondu que Kizuna devait se souvenir de la règle des Survivors,
Ne pas interférer dans les passe-temps des autres membres. Tous les membres de Survivor semblaient heureux. Corinne s'est donc demandé si elle était la seule à avoir encore des problèmes de confiance et à ne pas réussir à les surmonter. Puis Corinne a déambulé dans la ville en se demandant si les autres avaient déjà oublié leur passé. La raison était qu'elle ne pouvait pas oublier son passé avec Kaleos et son ancien groupe d'aventuriers. Elle savait qu'ils l'avaient trahi et avaient volé le trésor du clan du dragon. Mais elle ne voulait pas oublier les bons moments passés avec son ancien groupe. Puis Kuran vit qu'un marchand, qui avait tenté de l'escroquer par le passé, avait trouvé une nouvelle victime. Kuran aida la jeune fille menacée par ce marchand de bijoux malhonnête. Elle parvint à déjouer l'arnaque et à sauver la jeune fille. Soudain, Nick et les autres membres des survivants apparurent. Ils voulaient aller ensemble à un festival. En passant du temps avec ses amis, Kuran ne savait pas si elle parviendrait un jour à surmonter ses doutes et sa méfiance envers les humains. Pourtant, elle était heureuse, car elle espérait qu'avec les survivants, elle pourrait finir par surmonter ses traumatismes et ses problèmes de confiance. Après cela, Olivia apparut, propageant des nouvelles partout, car elle avait recueilli des informations intéressantes. Leurs documents indiquaient que le légendaire roi démon serait bientôt ressuscité. Au début, Mick ne voulait pas la croire, mais Olivia réussit à le convaincre que ces rumeurs n'étaient pas des mensonges. De plus, Olivia était déterminée à trouver le marché noir où Nelgava pourrait obtenir son objet magique. Corin s'est alors demandé si le joyau du roi dragon, que Kaleos lui avait volé, pouvait également se trouver sur ce marché noir. Nick a encouragé Corin en lui disant que lui et ses amis l'aideraient, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car personne ne la trahirait. Tout le monde a assuré à Corin qu'ils feraient tout cela ensemble. Olivia a également réussi à convaincre les survivants qu'ils pouvaient vaincre le roi démon. Ainsi, les survivants se sont fixés comme prochain objectif de retrouver le roi démon pour le vaincre ensemble.